Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. La fièvre brésilienne s'empare du monde. La cérémonie d'ouverture à Sao Paulo a tenu ses promesses avec un show riche et animé. Plus de 600 artistes se sont succédés pour célébrer ce moment exceptionnel. La fête, bien sûr, le foot avec le match d'ouverture Brésil-Croatie et en toile de fond aussi la situation sociale. On en parle avec nos invités ce soir. La grève sera reconduite demain à la SNCF. Les discussions n'ont pas abouti ce soir. La CGT et Sudrail appellent à poursuivre et à amplifier le mouvement. Le gouvernement tente toujours de désamorcer la grogne en se disant ouvert à des amendements au projet de loi sur la réforme ferroviaire. On fait le point dans ce journal. En Irak, la situation s'aggrave d'heure en heure. Les insurgés de l'État islamique en Irak et au Levant sont aux portes de Bagdad. Après avoir pris les localités de Mossoul ou encore de Tikrit, la communauté internationale exprime sa vive inquiétude. Les États-Unis envisageraient des frappes aériennes pour tenter de stopper l'invasion djihadiste. Les faits à suivre. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. La Coupe du Monde millésime 2014 est officiellement lancée. Plus de 60 000 spectateurs présents dans le stade de Sao Paulo. 1 milliard de téléspectateurs potentiels et quelques 600 artistes qui se sont succédés pour faire le show. Le déroulé de la cérémonie avec Jérôme Bonnat. Regardez. 20h15 heure française. La fièvre jaune s'empare de l'Arena Corinthians de Sao Paulo sous les yeux des chanceux qui ont pu avoir une place. Et de plus d'1 milliard de téléspectateurs dans le monde. Pendant 20 minutes de spectacle, 3 tableaux. Danseurs en verre, couleurs Amazon, pirogues géantes, la nature et le peuple sont à l'honneur. Et bien sûr, le football. Sans oublier l'histoire avec la capoeira majestueusement interprétée. Au centre de l'arène, une énorme boule lumineuse fait défiler les drapeaux de tous les pays. Quand de jeunes footballeurs en parfaite harmonie se mettent à jongler. Point d'orgue de la cérémonie, l'interprétation de la chanson officielle du mondial, We Are One, par Jennifer Lopez, accompagnée du rappeur Pitbull, de la chanteuse Claudia Leite et le groupe de percussion brésilien Holodome. Désormais, le Brésil, terre de football, peut commencer sa Coupe du Monde et rêver d'une victoire finale le 13 juillet prochain. Voilà, la fête, le foot avec le match d'ouverture Brésil-Croatie et en toile de fond la situation sociale avec des heurts qui ont éclaté quelques heures avant le coup d'envoi du mondial tout à l'heure. On en parle avec nos invités dans un instant. Mais d'abord, dans l'actualité, retour en France et la grève qui sera reconduite demain à la SNCF. Les discussions avec le gouvernement n'ont pas abouti ce soir, même si le secrétaire d'État au transport a évoqué tout à l'heure une sortie de crise possible. Le gouvernement tente toujours de désamorcer la grogne des syndicats en se disant ouvert à des amendements au projet de loi sur la réforme ferroviaire, un projet qui cristallise les mécontentements. En attendant, eh bien, les perturbations se poursuivront demain dans les transports. On voit tout cela avec Louis Sibyl. Une sortie de crise bien incertaine. Après 2 jours noirs de grève et 4 heures de négociations, ce soir la CGT Sudrail appelle à poursuivre la grève. Plus tôt, le ministre des Transports espérait la fin du conflit. Un certain nombre d'organisations syndicales ont d'ores et déjà acté que les propositions qui étaient celles que j'avais pu proposer ce matin, annoncer et mettre en débat ce matin, étaient de nature à faire progresser et certainement à ouvrir la voie d'une sortie de crise. Toute la journée, la CGT, le syndicat numéro 1 de la SNCF, a soufflé le chaud et le froid. Ce texte est largement enrichi par rapport au texte initial. Maintenant, il nous faut l'analyser, il nous faut le décrypter. Il nous faut échanger, bien entendu, avec les organisations de la CGT et puis plus largement avec les cheminots pour porter une appréciation définitive. Le projet du gouvernement de réunir la SNCF et Réseau Ferré de France dans une seule et même entité pour mettre fin à leur endettement est donc compromis. Ce matin déjà, Sudrail claquait la porte des négociations.
Nous sortons de cette réunion très en colère parce que les cheminots qui sont massivement en grève et qui sont très inquiets de l'avenir de l'entreprise n'ont pas été entendus. La grève est reconduite demain. Un train sur 2 en moyenne fonctionnera en France. Le gouvernement doit faire vite. Dès la semaine prochaine commencent les épreuves du baccalauréat. Les candidats ne pourront pas être en retard pour cause de grève. Ils avancent et ils avancent vite. En Irak, la situation s'aggrave d'heure en heure. Les insurgés de l'État islamique en Irak et au Levant sont aux portes de Bagdad ce soir après avoir pris les localités de Mossoul ou encore de Tikrit où se déroulent des scènes d'exode des populations et de désertion dans une armée irakienne dépassée. La communauté internationale exprime sa vive inquiétude et les États-Unis n'excluent pas des frappes aériennes pour tenter de stopper cette invasion. Les faits avec Jérôme Bonnard. Ce jeudi à Bagdad, pas d'embouteillage habituel. La ville vit au ralenti. Les rebelles de l'État islamique en Irak et au Levant sont à moins de 100 km de la capitale. Certains habitants s'inquiètent. On a peur et on est en train de suivre les dernières nouvelles. Personnellement, je suis les infos tout au long de la journée. L'armée irakienne désemparée fuit les djihadistes. Elle tente néanmoins de stopper l'offensive. Ce soir, la télévision irakienne diffusait des images présentées comme des frappes aériennes lancées par l'armée à Tikrit, prises hier par les rebelles à 160 km au nord de Bagdad. Depuis mardi, les combattants contrôlent Mossoul, la seconde ville du pays, où ils ont pris une cinquantaine de citoyens turcs en otage. Selon l'OMS, plus de 500 000 habitants ont fui la ville. Seule Kirkouk, ville pétrolière, résiste, désormais sous la protection des forces kurdes. Je suis avec la police au service des gens, peu importe qui ils sont. C'est notre devoir de défendre les habitants de Kirkouk, sans distinction de classe ou de religion. Nous allons faire tout notre possible pour amener la sécurité ici. Les États-Unis ont offert un soutien officiel aux dirigeants irakiens. Des frappes menées par des drones sont envisagées. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni cet après-midi à huis clos. Objectif, protéger Bagdad de l'un des groupes terroristes les plus dangereux au monde, selon les États-Unis. L'OTAN a quant à elle écarté toute intervention de l'Alliance. Mais ce soir, Laurent Fabius a appelé la communauté internationale à impérativement se saisir de la situation en Irak. La suite du 22h et dans un instant, on décortiquera ensemble l'effet mondial, effet social, culturel et politique pour les différents pays en compétition. Mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité ce soir, c'est le tour de l'info. Il est préparé par Agathe Pécastin. Pour sa première visite en Corse, Bernard Cazeneuve réaffirme la lutte contre la criminalité. Quelques heures avant son arrivée, la gendarmerie de Bastia a été mitraillée, ne faisant aucune victime. Le ministre de l'Intérieur s'oppose à toute évolution institutionnelle voulue par les nationalistes corses. Le souci de préserver une spécificité, aussi légitime soit-elle, ne doit pas s'inscrire dans une démarche de rupture. L'Europe semble avoir trouvé un compromis entre les pros et les anti-OGM. Les 28 ministres de l'Environnement réunis au Luxembourg ont adopté une nouvelle législation. La procédure d'autorisation pourrait être simplifiée. Les pays pourront interdire ou au contraire faciliter la culture transgénique selon leur bon vouloir. Une victoire en trompe-l'œil pour les eurodéputés écologistes. Cette nouvelle réglementation doit encore être approuvée par le Parlement européen. Hasard du calendrier, un nouveau maïs transgénique va être prochainement autorisé dans l'Union européenne. Jacques Toubon, défenseur des droits. C'est une nomination qui ne réjouit pas tout le monde. L'ancien ministre de Jacques Chirac est un homme de droite, une des figures du RPR des années 80. À cette époque, il n'avait pas voté contre l'abolition de la peine de mort. Plusieurs députés socialistes comme Alexis Bachelet, Yann Gallu ou encore Nicolas Bay se sont émus d'un mauvais signal. Le choix de François Hollande doit être encore validé par l'Assemblée nationale et le Sénat. Les autorités américaines réclamaient sa tête. Georges Chaudron de Courcelles quitte la BNP. Bien que la banque française nie fermement tout lien de cause à effet, le départ de ce haut responsable tombe à point nommé. BNP Paribas est encore sous la menace d'une amende record de 10 milliards de dollars pour avoir enfreint l'embargo américain avec des pays comme l'Iran ou le Soudan. Alors que les grèves des trains se poursuivent, l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle devrait subir des perturbations dimanche.
3 syndicats d'Air France appellent à un mouvement social. Le personnel de piste se mobilise pour une grève de 24 heures. Ils protestent contre le plan de restructuration de la compagnie aérienne qui, selon eux, met en péril leurs acquis sociaux et leur rémunération. De nombreux retards sur l'ensemble des vols seront donc à prévoir. Et dans l'actualité, bien sûr, c'est la fièvre brésilienne qui s'empare du monde. La cérémonie d'ouverture à Sao Paulo a tenu ses promesses. Le show a été riche et varié. Plus de 600 artistes se sont succédés pour célébrer ce moment exceptionnel. Alors la fête, le foot avec le match d'ouverture Brésil-Croatie et en toile de fond, bien sûr, la situation du pays. On parle de l'effet mondial sur les plans politiques, culturels, social avec nos invités ce soir. Alberto Toscano, buonasera. Buonasera. Journaliste et écrivain italien, auteur de livres sacrés italiens. Avec nous également Benoît Pellistrandi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire, spécialiste de l'Espagne et auteur de ce livre, Histoire de l'Espagne, des guerres napoléoniennes à nos jours. Merci d'être avec nous. Notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud nous accompagne. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Et Stéphane Rosès, bonsoir. Bonsoir Sonia. Politologue et professeur à Sciences Po. Alors messieurs, avant de parler de l'effet culturel, social, un point sur l'effet politique d'abord. Traditionnellement, Stéphane Rosès, un bon parcours des Bleus, je vais parler des Bleus ce soir, profite au pouvoir. Les présidents enregistrent ce qu'on appelle un effet mondial. Oui, parce que le sport est un peu la métaphore de la façon dont devrait fonctionner une société. C'est-à-dire on juge les individus en fonction de leur contribution. Et il doit y avoir un bon équilibre, en France c'est important, entre la contribution individuelle d'un joueur et son insertion dans un esprit collectif. Et effectivement, quand la France a gagné le mondial, puis ensuite la Coupe d'Europe, la popularité des gouvernants s'est accrue. C'est-à-dire qu'il y a un besoin... Et celle de Jacques Chirac en particulier, qui avait pris 7 points à l'époque en un mois. Absolument. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une aspiration dans un pays comme la France à l'unité nationale, au fait de pouvoir se retrouver à un moment donné. Et donc du coup, c'est évidemment une projection pour le pays de nature politique. Jean-Louis Gombaud, parce qu'on parle de 98, il ne faut pas oublier quand même que le contexte économique était très différent. Nous étions en période de croissance, c'était 3%. D'ailleurs, sur l'aspect politique, c'était une cohabitation. Donc peut-être que là, l'effet mondial, si on a un bon parcours, on l'espère, ne sera pas comparable. À l'époque, la France marquait des buts, sur le plan économique aussi. Donc en fait, et généralement, les regains de popularité qui viennent pour les gouvernants sont assez brefs. Regardez l'Afrique du Sud. Les autorités sud-africaines, évidemment, ont organisé, alors ils n'ont rien gagné, bien entendu, je ne crois pas qu'ils sont allés plus loin que le 8e de finale, mais fondamentalement, la réalité reprend le dessus. D'ailleurs, il semble même actuellement au Brésil que la réalité reprend le dessus, même avant même la compétition. Oui, donc effectivement, ça donne un regain de popularité, incontestablement, si vous voulez. Alberto Toscano, les présidents, chefs de gouvernement en rêve, attendent ce moment. François Hollande, Matteo Renzi en Italie, Mariano Rajoy en Espagne. Oui, sans doute. Et il y a une valeur ajoutée d'un succès sportif. Dans le cas spécifique de la France, mais aussi de l'Italie, je pense qu'il y a aussi ce message multiethnique, comment dirais-je, des pays qui montrent, surtout la France de 98, ce succès a été le triomphe de l'intégration d'un pays pluriel sur la base de ses origines. Et même dans l'Italie d'aujourd'hui, le fait qu'il y ait Mario Balotelli, pour la première fois, un joueur de couleur, qui est Super Mario, hein, le marqueur de but théorique, au moins pour l'instant, de cette équipe d'Italie, et qui est un peu un drapeau de l'équipe d'Italie, hein, c'est une chose très significative. Au moment surtout où dans le pays, des voix xénophobes, malheureusement, expriment leur opinion. Oui, il y a l'image du pays, Benoît Pellistrandi, image de grandeur d'un pays associé justement à de grandes cérémonies historiques et culturelles, mais aussi sportives. Ça participe d'un récit national? Oh oui, et alors dans le cas de l'Espagne, en 1982, elle organise le mondial, et c'était une toute jeune démocratie, et c'était une des premières étapes de la reconnaissance internationale de cette Espagne qui avait alors le visage d'un jeune roi qui était Juan Carlos, qui l'année précédente avait réussi à contrer un coup d'État. Alors je dirais aujourd'hui, si l'Espagne réussissait à gagner le mondial, ça serait formidable pour le nouveau roi.
Philippe VI, qui se trouverait effectivement tout d'un coup pouvant recevoir une équipe, pouvant recevoir une équipe victorieuse. Et il est clair que dans le cas de l'Espagne, qui est aussi travaillée par des tensions régionales très fortes, avec la rivalité historique entre le Football Club Barcelone, qui porte l'identité catalane, et le Real Madrid, qui porte au contraire un peu l'image du pouvoir central, il est évident que cette équipe d'Espagne, elle réunit des joueurs et d'une équipe et de l'autre. Et quand en 2008, l'Espagne a gagné la Coupe d'Europe, quand en 2010, elle gagne le Mondial, et quand en 2012, elle renouvelle l'exploit en gagnant la Coupe d'Europe, il y a eu une ferveur nationale qui n'était pas justement nationaliste et qui permet au sport de devenir, comme vous l'avez dit, la métaphore d'une société qui fonctionne. Et je vous apprends, messieurs, que c'est le premier but déjà du mondial marqué par la Croatie. Ah bon? Non, simplement, c'est pas étonnant. Un petit mot après ce qu'on vient de dire. J'avais été frappé par le soir de la conquête de la Coupe du Monde, tous ces Espagnols qui disaient « soy espagnol ». C'est-à-dire, on voyait bien qu'il y avait ce que vous disiez, alors que on n'entendait pas dans les rues de Paris « je suis français ». Là, il y avait « soy espagnol ». Et le drapeau espagnol qui fait débat, parce que certains le voient comme le symbole effectivement d'une oppression, d'un centralisme. On l'a vu fleurir sur les balcons des Espagnols, partout dans le pays, moins en Catalogne, c'est vrai, mais il y a vraiment eu un moment d'unanimité, et y compris en Catalogne, à Barcelone, ils ont fait la fête quand l'Espagne a gagné la Coupe du Monde. Il y a des histoires très différentes au Brésil. À partir des années 30-50, le football devient une marque nationale, alors que les grands pays du football, que sont l'Italie, l'Espagne, par Madrid, Barcelone et même l'Angleterre, sont d'abord des pays de clubs avec des fortes identités. En un mot, va sans doute y venir, ce qu'est le football dans un pays, le jeu du football, la tactique sont souvent aussi l'émanation d'un imaginaire, d'une histoire très spécifique d'un pays à l'autre, et sans doute qu'au sein d'un même pays, les cultures des clubs également sont différentes. Alors là, on peut vraiment parler du cas italien, Alberto. Le cas italien, c'est exactement dans cette direction, parce que l'Italie est, depuis le Moyen-Âge, le pays des villes, les villes italiennes, les communes, les signories, et ensuite, dont le symbole de la ville en Italie est particulièrement fort. Le fait qu'aujourd'hui, dans certaines villes comme Rome, il y a une équipe considérée de gauche comme la AC Rome, et une équipe de droite, et même d'extrême droite, la Lazio. Il y a les deux visages de différentes villes. À Turin, il y a Juventus qui a aussi l'équipe des immigrés à Turin, le phénomène de l'immigration. Et Torino, plus l'équipe des gens de la ville même. Donc cette duplicité qui parfois risque de devenir une schizophrénie, mais qui est quand même le deux visages de la ville italienne. Le football est un sport, je pense, magnifique, et un sport facile, populaire. Il suffit rien pour jouer au football. Dans le monde entier, ce qui passionne les foules est ce rapport avec un sport qui peut être joué par tout le monde, sans trop d'efforts, sans trop d'argent. Toujours vecteur également d'intégration, parce que vous avez parlé de diversité, etc. Est-ce que c'est un vecteur toujours d'intégration sociale, notamment en Espagne? Oui, et on retrouve pour Barcelone la dualité des clubs, le Barça qui porte l'identité catalane, et l'Espagnol de Barcelone qui au contraire est le club des immigrés de l'intérieur, des Andalous qui étaient venus travailler parce que c'était la région industrielle. Cependant, on n'a pas encore vu dans les équipes espagnoles le phénomène que l'on a vu dans les équipes françaises, l'équipe Black Blanc Beurre de 1998. Vous avez des joueurs plutôt espagnols, quelques joueurs internationaux, des Anglais, ils vont chercher aussi quelques Hollandais, notamment le Barça de Cruyff, mais on n'a pas encore vu effectivement des joueurs noirs ou des joueurs arabes, alors même que l'immigration est un phénomène important en Espagne depuis une quinzaine d'années. Mais en France, il a fallu quand même, combien de temps? Une bonne vingtaine d'années avant de voir... Oui, émerger toute une génération, la génération 98. L'histoire d'immigration. Il n'y a pas de latino-américains très peu. Alors il y a mais si, mais voilà, c'est argentin, c'est-à-dire c'est quand même l'immigration européenne, c'est une souche européenne. Et de ce côté-là, il est clair effectivement que
thématique ou la problématique du football comme métaphore d'une société multiculturelle n'est pas encore arrivée en Espagne. Mais attention, l'Espagne n'est devenue un pays d'immigration qu'à partir de 1995. Il faut le souligner, oui. Et que depuis cette crise spectaculaire qu'il traverse à partir de 2008, maintenant beaucoup d'immigrés partent. Et donc évidemment, l'Espagne voit même, exporte elle-même ses travailleurs. Alors messieurs, oui, du grand Alberto. Au Real Madrid. Exact. C'est une exception. Alors messieurs, il y a la fête, il y a les espoirs, il y a les rêves et il y a les tensions aussi. On les a vus d'ailleurs encore aujourd'hui à Sao Paulo, quelques heures, hein, c'était quelques heures avant le coup d'envoi de la cérémonie. On voit tout cela avec Simon Barbary, on en parle juste après. Le football et le Brésil, un sport, une passion et des tensions aussi. Depuis des mois, une partie des Brésiliens vit mal les 11 milliards d'euros investis dans la préparation de cet événement sportif planétaire. À Sao Paulo, la coupe est pleine pour les opposants au mondial. Ce sont les joueurs qui vont s'enrichir, pas nous. Les prostituées, les hôtels, tout ce qui entoure la coupe va aussi faire du chiffre. Pour eux, ce sera très bon. Mais pour nous, non, nous allons continuer dans la misère comme toujours. Une vague d'hostilité inédite dans l'histoire du pays. Un sondage cette semaine indiquait que 72% des Brésiliens étaient mécontents de cette situation. Augmentation des salaires, amélioration des conditions de travail, la classe moyenne de plus en plus nombreuse profite de l'événement pour se faire entendre. Aujourd'hui encore, les 3 aéroports de Rio subissaient des perturbations. Alors que le Brésil n'a jamais été aussi riche, sur place, c'est le désenchantement qui domine. La présidente Dilma Rousseff a même dû s'essayer cette semaine à la métaphore footballistique pour vanter les bienfaits du mondial. Organiser une Coupe du Monde, c'est comme disputer un match en sueur et parfois dans la souffrance, avec droit aux prolongations et aux pénaltys, mais le résultat et la célébration finale valent l'effort. Alors que la compétition vient juste de commencer, une élimination prématurée de l'équipe du Brésil plongerait un peu plus le pays dans la crise et serait un mauvais point pour Dilma Rousseff, candidate à sa réélection en octobre prochain. Voilà, et au pays du football roi, les Brésiliens font preuve d'un enthousiasme modéré à l'égard de leur mondial. Le coût exorbitant des travaux fait craindre des lendemains qui déchantent dans un pays quand même, Jean-Luc Gombault, où les besoins d'investissement sont immenses. Le B des BRICS veut profiter de l'image de la Coupe du Monde, mais est-ce qu'il va en profiter? Est-ce que le peuple va en profiter? Dilma Rousseff faisait une métaphore, moi je dirais, ils en ont ras-le-bol de la coupe avant même qu'elle se déclenche. C'est quand même la fête ce soir. Et moi je pense que c'est un signe de maturité. C'est-à-dire, la façon dont c'est fait, c'est autre chose. C'est-à-dire, vous ne nous ferez pas avaler n'importe quoi avec notre passion qu'est le football. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée que c'est pas l'opium du peuple, le football. On aime beaucoup le football, mais on va pas tout éponger grâce au football. On a d'autres problèmes. Et c'est vrai qu'ils en ont beaucoup, parce que le Brésil est un pays qui connaît une croissance économique absolument spectaculaire depuis une 15-20 ans, malgré il y a eu la crise de 2008-2009. Et puis là, depuis 2-3 ans, ça s'est bloqué. Et ils sont sur une croissance d'1,5-2%, alors que c'est un grand pays, c'est un pays qui est membre du G20, qui est un PIB qui est pratiquement juste derrière la France. Enfin, c'est 6 ou 7e économie mondiale, un grand exportateur. Donc c'est un pays puissant, c'est pas n'importe quoi le Brésil. Mais c'est le pays le plus inégalitaire du monde après l'Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, on n'a pas eu ce mouvement. Au Brésil, on l'a, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ouvriers, c'est un pays qui est un pays structuré politiquement, qui a une histoire de révolution. On voit les chiffres défiler, c'est très éloquent. Donc, voilà. Et ces gens-là se retrouvent devant une situation, ils disent, oui, des stades, ça coûte 400-500 millions d'euros, un stade, oui, mais des hôpitaux avant. Quoi. Et donc, c'est l'opium du peuple n'enivre plus le peuple, justement. Exactement, je pense. Stéphane Rosès. Oui, alors on va voir. Moi, je suis très intéressé de voir. Tout ce qu'on a dit est absolument juste sur les raisons économiques, sociales, d'une dynamique qui s'essouffle un tout petit peu, des interrogations, une maturité économique, citoyenne. Et en même temps, ce qui est intéressant de voir, c'est si à partir de maintenant, les Brésiliens vont rentrer dans la liesse. Un grand écrivain brésilien qui s'appelle Rodrigues disait le Brésil, c'est la nation en crampons. Donc ça va être intéressant de voir si, le temps d'un mondial, on met de côté tout ça pour communier à nouveau
dans, je dirais, cette fête. On va voir, les deux ne sont pas contradictoires, en tout cas c'est intéressant. Alberto, ça dépendra des résultats. Alors en ce moment, les Brésiliens sont très inquiets évidemment que leur équipe soit menée, on le rappelle, 1-0 face à la... Quand on gagne, il est plus facile de ne pas penser à certaines choses. Mais au-delà de ça, je voulais remarquer comme certains moments de grands événements sportifs. Je pense ce qui a représenté pour l'Italie le Jeux olympiques de 1960. Ça a été 20 ans après l'entrée de l'Italie dans la Seconde Guerre mondiale, la tragédie de cette agression de Mussolini à la France, qui avait mis l'Italie sur la sellette et qui lui avait fait perdre même sa dignité, quelque part. On retrouve une Italie présentable, efficace, sur le plan international et même riche. Et ce que les Jeux olympiques ont représenté pour la Chine, certains moments de grand sport peuvent se transformer en grand moment pour la vie politique d'un pays. Benoît Palistrandi, oui. Pour le cas du Brésil, ces coûts exorbitants que l'on a vus, le problème c'est qu'on sait bien que tout ce type de construction suppose beaucoup de corruption. Et que forcément, l'organisation, la construction des stades, etc., on va voir rapidement toute une série de scandales qui vont impliquer des autorités locales, des autorités nationales, et que ça va renforcer la colère du peuple. Et ça avait été déjà le cas en 1982, où l'organisation du mondial en Espagne avait donné lieu déjà à quelques cas de corruption, parce que c'est une affaire qui rapporte tellement d'argent qu'effectivement, c'est pas très difficile d'essayer d'en détourner un petit peu. En croque. Alors, il y a ces aspects-là. Moment plus léger. Regardez, dans le 22h, je vais vous faire réagir à la semaine d'actu. Comme tous les jeudis, elle est croquée par notre dessinateur Hervé Baudry. Et évidemment, elle est largement consacrée au foot et au lancement du mondial. Regardez. Voilà pour cette semaine très riche en actualité. Qu'est-ce que vous retenez, messieurs? Jean-Luc Gongo. On se demande qui va être le premier violon dans cette histoire. Ah oui, oui, le requiem à l'UMP. Benoît Palistrandi. Oh, les commémorations, mais ça c'est l'historien qui parle, les commémorations du 6 juin. Bien sûr, on pouvait s'en douter. Stéphane. J'allais dire la même chose, c'est une façon de dire que quand même l'exercice était réussi pour François Hollande. On va voir s'il transforme l'essai sur l'économique et le social en France, oui. Alberto, choisissez le foot, s'il vous plaît, pour terminer. J'ai l'impression que la situation en Irak est absolument épouvantable et qu'on est en train de sous-estimer ce qui se passe. Complètement. Peut-être parce qu'on ne sait pas quoi faire, mais j'ai l'impression que nos pays sont en train de sous-estimer aussi la rapidité d'invasion djihadiste ce soir. La menace devient extrêmement sérieuse sur le plan politique, sur le plan de l'ordre public, de notre sécurité et sur le plan économique. On aura l'occasion d'en reparler dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci, on aura l'occasion évidemment de vous réinviter pour la suite de ce mondial. On parle ensemble. Pas au moment où l'Italie joue, je sais, Alberto. Pour la finale France-Italie. Oui, bien sûr. Allez, on arrive à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle et douce nuit à vous.